Ils sont avocats, enquêteurs, proches des victimes ou des coupables. Ils sont nos voix du crime. Dans chaque épisode, un témoin clé, un homme, une femme, raconte une affaire qui a marqué l'histoire criminelle de son point de vue. André Casse n'oubliera jamais les 3 ans qu'il a passés en prison pour rien. Je suis Jérôme Florin de RTL et j'ai choisi de vous raconter l'histoire d'un homme accusé à tort d'avoir commandité le meurtre de sa femme. Il a finalement bénéficié d'un non-lieu, mais ça a été long, très long. André Casse n'a pas seulement perdu son épouse, c'est toute sa vie, ou presque, qui s'est écroulée. On tue ta femme. Ensuite, on te met 3 ans de prison. Après, on te ruine, puisque toutes mes affaires étaient en mouvement. Tu te retrouves à poil, t'as plus rien, tout le monde a pensé que j'étais mort, et en réalité, ils ont tellement pensé que j'étais mort que je le suis devenu mort. Retour en 1992, dans la banlieue de Rouen. La famille de ce riche promoteur immobilier est installée dans le village d'Anneville-en-Bourville, dans une luxueuse villa. André et sa femme Sylviane ont 4 enfants, Nathalie, 21 ans, Julien, 15 ans, Jérôme, 13 ans et Aurélien, 2 ans et demi. Tout leur sourit. En apparence, l'argent coule à flot. On aime faire la fête et le couple assume ses mœurs très libres. Monsieur et madame multiplient ainsi les aventures sentimentales et sexuelles. Ils aiment le clinquant aussi. André a fait fortune en vendant des maisons et Sylviane est à la tête d'une galerie d'art. Tout semble aller pour le mieux, mais ce tableau idyllique vole en éclats le dimanche 5 avril 1992. Après une séance au cinéma, André Casse et les enfants rentrent à la maison et découvrent Sylviane, morte, abattue de plusieurs balles de 22 longs rifles. Les enquêteurs pensent d'abord à un cambriolage qui a mal tourné, avant de soupçonner le père de famille. Des connaissances l'accusent, des proches l'accablent. Et en 1993, André Casse part en prison. Il clame son innocence, en vain. Ce judoka confirmé, qui a appris à se battre très tôt pour s'imposer, nous a-t-il confié, vis-à-vis d'un père violent, semble résister au choc terrible de la détention. Mais les jours deviennent des semaines, et les semaines des mois, puis des années, l'enquête traîne en longueur. C'est un cauchemar judiciaire. L'homme d'affaires a toujours pu compter sur le soutien de ses enfants, mais tout le reste s'est écroulé. Ses affaires, ses réseaux, sa fortune, envolés. Depuis, il a refait sa vie. Quant à l'assassin ou aux assassins de Sylviane Casse, il court toujours. André Casse est la voix du crime de cet épisode. Bonjour André Casse. Bonjour. Quel souvenir vous reste-t-il de ce dimanche 5 avril 1992 ? Eh bien, le déjeuner se passe agréablement et c'est toujours les dimanches avec des viandes froides, des salades faites, donc on déjeune, on parle les uns les autres et puis Nathalie propose en effet d'aller au cinéma, tout le monde se dit oui c'est bien. Sylviane semble partager l'allégresse collective, donc, et c'est vraiment avec son manteau sur le dos, dernier moment, elle nous dit non, allez-y, moi j'y vais pas. On insiste, et on est persuadé évidemment de la retrouver à la maison, je sais pas ce qu'elle voulait faire et tout. Et en réalité, elle a jamais été à la maison, elle est partie. Donc, vous rentrez du cinéma en début de soirée avec vos enfants, et là, vous vous rendez compte que les choses sont un peu inhabituelles. Sa voiture n'est plus là, donc c'est assez bizarre. Et sur la table de la salle à manger, il y a plein de choses renversées, un sac à main à elle, Donc, elle est pas là, et il y a un désordre anormal qui règne dans l'entrée. Donc, on se pose des questions, et là, une catastrophe, c'est mon fils Jérôme, qui avait 11 ans à l'époque, qui monte, qui hurle, il trouve sa mère qui est allongée et qui est morte. Et donc, cauchemar total, ma fille Nathalie appelle sa belle-mère pour qu'elle prévienne les gendarmes, qu'elle fasse ce qui était nécessaire. Le médecin est venu, évidemment, le médecin du village, il n'y avait rien à faire. Et on s'est retrouvés ce soir-là dans une espèce de brouillard avec des gendarmes, une substitut du procureur qui était là, avec plein de gens, avec le maire qui était un ami, avec le toubib qui était un ami aussi.
Et on s'est retrouvés et ça a été très difficile. On a vécu là plus de 15 ans, sans le moindre problème. Et d'un seul coup, ma vie s'est écroulée. Alors, les gosses, Aurélien avait pas encore 3 ans, Jérôme avait 11 ans, Julien avait 13 ans, il n'y a que Nathalie qui était, qui avait 21 ans et qui était majeure, et mariée, tous les autres, et on vivait tous là. Et il y avait 2 maisons dans le bois. On avait un bois de 5 hectares avec la grande maison moderne et puis une chaumière qu'habitait Nathalie. Et donc, ça a été un choc. À ce moment-là, votre vie bascule, l'enquête démarre. Vous apprenez que votre femme, Sylviane, a quitté votre maison après votre départ au cinéma. Et on part sur la piste d'un cambriolage qui a mal tourné, c'est ça ? Ce qu'on sait de ce dimanche après-midi, c'est qu'on a vu mon épouse, une voisine qui était une amie, elle l'a vu passer en voiture, et qu'à la salle des ventes de Rouen, il y a 2 collaborateurs qui ont témoigné l'avoir vue ce dimanche après-midi. Donc à la salle des ventes de Rouen, elle avait un grand nombre d'objets, de tableaux qui étaient en vente, et je pense qu'elle a voulu aller voir ce qui se passait, parce que plutôt que d'attendre le lundi et d'avoir le résultat des ventes, elle a voulu aller voir si ça se vendait bien, quelles étaient les cotes et tout. Et la dame qui l'a vue passer, la connaissait très bien puisqu'elle joue au tennis ensemble tout le temps, et à la salle des ventes, il la connaissait très bien, donc voilà, et ils l'ont vue. Et elle a dû revenir à la maison, je pense, vers 18h. Peut-être que les cambrioleurs avaient fait un repérage préalable, possible. Coïncidence, ils se sont rencontrés. Et puis, sa mort, qui était vraiment très choquante, elle a été projetée de la cuisine en bas du sous-sol. Et là, elle a une fracture du crâne. Elle serait restée allongée, je pense qu'elle serait aujourd'hui toujours parmi nous. Mais elle est remontée. On avait une maison gigantesque, elle a pris un escalier, est allée prendre un fusil et ils l'ont tuée avec sa propre arme. Moi, j'ai connu ma femme, nous avions 17 ans tous les deux. On était fauchés comme les blés. On s'est installés ensemble, on avait 18 ans. On était mineurs à l'époque, puisqu'on était majeurs qu'à 21 ans. Il nous arrivait d'avoir 50 francs en poche pour terminer le mois, le 15 du mois. Donc on a vécu une vie qui était de jeunesse difficile, on s'est beaucoup amusé. Et on s'est mariés jeunes, on se connaissait déjà depuis 5 ans, on s'est mariés. On avait eu Nathalie d'abord, puis après, on a eu 3 autres enfants. Au moment où elle meurt, j'ai passé plus de temps avec elle que sans elle dans ma vie. On a vécu 23 ans ensemble. C'était une très jolie fille. Elle était drôle, elle était marrante, elle aimait l'imprévu, elle était toujours disponible, qu'on sorte à minuit, à 2h du matin. Elle était toujours drôle, gaie. Et pour les enfants, c'était moins une maman qu'une grande copine. Nathalie, elle a perdu sa meilleure amie quand elle est morte. Elle n'a jamais retrouvé une amie pareille. Et les gosses, ils étaient très admiratifs, de façon très jolie maman qui venait les chercher avec des très jolies voitures. Voilà, ils adoraient leur mère, quoi. Elle savait créer de l'amour, voilà. On s'est connus à 17 ans, on n'aurait pu jamais aller plus loin et ça a duré jusqu'à 40 ans, pendant 23 ans. Non, c'était un oiseau, c'était une fille extraordinaire et marrante. Voilà. Et je dirais qu'aujourd'hui encore, il n'y a pas une journée où je ne pense pas à Sylviane. Et les gendarmes qui dirigent l'enquête au début ont rapidement plusieurs suspects dans votre entourage. Les gendarmes identifient sur portrait robot quelqu'un que je connais, qui est dans mon environnement au club de judo de Grand-Queville, dont je m'occupe. Et ils pensent que cette piste est la bonne piste. Et ces gens-là vont passer 6 mois en prison, alors que on sait maintenant qu'ils n'avaient rien à voir dans l'histoire. En plus, on n'a pas eu de chance. Les gendarmes ont de très belles équipes d'enquête. Mais là, l'équipe que nous avions était une équipe de 2e plan, d'après ce que j'ai pu comprendre, parce qu'il y avait un autre meurtre qui s'était passé dans la région sur lequel la meilleure équipe enquêtait. Et donc, tout n'a pas été fait convenablement. L'enquête suit son cours, mais n'avance guère. Et en quelques mois, André Casse va passer du statut de victime, d'homme qui a perdu sa femme dans des conditions terribles, au statut de coupable. D'abord, un dealer arrêté dans le Nord va affirmer qu'il connaît les meurtriers de Sylviane Casse et qu'ils ont agi pour le compte de son mari. Puis sa belle-mère, une ancienne maîtresse et un ami
vont évoquer des tensions dans le couple. Finalement, un matin, la police arrive chez vous, André Casse, et il vous signifie votre garde à vue. Oui, on est un lundi matin, ça doit être le 8 novembre 1993, parce que c'était la date anniversaire de ma mère. Et donc, ils débarquent à la maison, on est en fin de matinée, et ils me disent que je suis en garde à vue. Moi, au départ, je comprends pas pourquoi. Ils sont une douzaine, et ils courent partout dans la maison, ils fouillent partout, très bien. Moi, pendant ce temps-là, je me dis, la journée va être dure. Donc, il y avait une employée de maison qui était présente le lundi. Je lui demande si elle peut me préparer à manger. Et je lui ai demandé si je pouvais déjeuner. Ils m'ont dit pas de problème. Donc, j'ai déjeuné, j'ai attendu que ça se passe et on est parti à l'hôtel de police. Mais ils vous disent pourquoi ils sont là ? Ils me disent que c'est pour le meurtre de ma femme. Et ils m'en disent pas plus. Et quand on arrive à l'hôtel de police, ils me disent que ce sont... deux, on peut pas dire amis, mais des connaissances que j'ai connues indirectement par le judo, Malek et Driss, qui ont tué ma femme. Quand ils me disent ça, moi je leur dis, écoutez, c'est bien, vous avez fait votre boulot, c'est parfait, je suis complètement surpris que ça soit eux, parce que c'était pas le profil, mais pourquoi pas, dans la vie on sait jamais rien sur personne. Donc moi je les félicite, au contraire de ça, ils me disent oui, non, ils ont dit que vous leur aviez demandé et que vous avez commandité le meurtre. Moi, là-dessus, j'ai dit, mais quel est mon mobile ? Et il m'explique un mobile financier. En pleine garde à vue, moi, je me dis, bon, tranquille. Et il suffisait, pour détruire ce mobile financier, que le juge auditionne mon assureur, le banquier du crédit foncier qui prêtait des fonds à ma femme, le notaire et le liquidateur judiciaire de ma femme. Il aurait auditionné en 2 jours ces 4 personnes, ça serait passé, je n'aurais pas fait une journée de prison. Sur le mobile financier, on a beaucoup dit, j'ai beaucoup lu, on a beaucoup entendu que votre situation financière à l'époque était critique. Celle de mon épouse était critique, la mienne pas du tout, puisque on va prendre un seul chiffre. Le cabinet Mazars, qui est le cabinet qui est à la Banque de France et 50% des banques françaises, cabinet d'expertise comptable avec des experts auprès de la Cour de cassation, a trouvé qu'au moment, dans un dossier énorme qu'ils ont rédigé, qu'au moment où je suis arrêté, 18 mois plus tard, je suis avec 4 200 000 € réalisés ou de potentiel. Il faut dire, André Casse, qu'à ce moment-là, vous êtes le coupable idéal. Après la mort de votre femme, une autre de vos maîtresses, Brigitte, s'installe chez vous, dans votre maison. Et ça, justement, ça renforce les soupçons. Oui, moi j'ai trouvé ça complètement idiot, parce qu'en général, ce que j'ai dit au juge, j'ai dit, vous savez, moi dans mon univers, on supprime pas, on additionne. Donc, je dis qu'un type soit tombé amoureux de sa maîtresse, veuille à tout prix vivre avec elle et plus avec sa femme, et décide de la tuer, c'est possible. Mais dans notre univers, c'était à des milliards d'années-lumière de ce que nous pouvions penser. On était des enfants de 68, on n'habitait pas dans le Larzac, on n'élevait pas de chèvres, mais on était des enfants de 68, et à partir de là, c'était la fête permanente. Je veux dire, on n'était pas dans une nouveauté quelconque, on ne tue pas sa femme pour une maîtresse depuis 10 ans, et quand je vois le juge à l'époque, puisqu'il me reprochait une vie dissolue, ça n'a jamais été ça, depuis l'âge de 17 ans, c'était comme ça. Et pourtant, malgré ce libertinage dans votre couple avec Sylviane, on vous reproche de tourner rapidement la page, de poursuivre votre vie de famille un peu comme si de rien n'était. Quand vous avez 4 enfants jeunes, et j'en avais aussi un 5e avec ma 2e compagne, qu'est-ce que vous faites ? Les gosses, il faut s'en occuper. Il faut les amuser, il faut leur donner des activités, il faut les amener faire du sport. On ne va pas rester en train de pleurer, il faut que la vie continue pour eux. Beaucoup plus pour eux que pour moi, parce que moi, ma vie, elle était faite à l'époque, économiquement et professionnellement. Mais par contre, pour eux, il faut que la vie continue. Et donc cette vie, continue. On va être ensemble, on aura des activités et on va jouer, parce que une manière de communiquer, j'avais une énorme salle de jeu avec billard, flipper, table de ping-pong et baby-foot. Et avec les enfants, quand vous jouez comme ça, souvent le non-dit est exprimé indirectement. Et donc c'est libératoire. Et donc les gosses, je dirais que ça va. Il y en a pas un qui est déprimé, il y en a pas un qui veut se suicider, il y a... leur maman est morte, mais leur vie continue et elle est intense. Quant à ma compagne Brigitte, ils la connaissent depuis 10 ans, c'est comme une tante pour eux. Donc c'est aussi la mère de leur petit frère. Donc j'ai réussi au moins une chose dans ma vie, c'est que la fratrie est très forte. Mon fils, le dernier que j'ai eu avec Brigitte, est en Chine.
pas un jour où il n'a pas tous ses frères et sœurs au téléphone. Lorsque vous êtes arrêté, André Casse, vous êtes conduit à l'hôtel de police, vos enfants vous accompagnent. Est-ce qu'ils doutent de vous, vos enfants ? Pas un instant. Je veux dire, leurs témoignages ont été constants, leur affection a été constante. Pas du tout. Parce que eux savaient rationnellement comment les choses se passaient. Les petits, bon, c'était sans doute la foi du charbonnier, mais Nathalie savait très bien économiquement comment ça se passait pour sa mère et comment ça se passait pour moi. J'ai dit au juge d'instruction que dans mon univers, quand on veut tuer quelqu'un, vous le tuez pas. Vous laissez l'un en pleine pauvreté et vous continuez, vous, à bouffer du caviar. Ensuite, vous vous dites, si je veux que les gosses avec moi, ils préfèrent bouffer du caviar que ça. C'est odieux, mais c'est comme ça que ça se passe. Quand on veut tuer quelqu'un, on le tue économiquement. J'ai absolument pas besoin de vouloir tuer ma femme. Et pour quelle raison ? À la suite de votre interpellation, vous êtes conduit en prison. Comment vous sentez-vous à ce moment-là ? Bien, au moment où on m'explique que malgré tout ce que je leur dis et qu'ils n'ont pas du tout envie de vérifier tous les éléments techniques financiers, moi je me dis bon, je vais en prison, je vois le juge en prison, je me dis il va regarder, il va étudier, dans les 8 jours je vais sortir, dans les 10 jours je vais sortir. Donc vous y allez serein ? Ah oui, je suis totalement serein quand j'y vais parce que c'est tellement énorme. Et en plus, ce qui m'est reproché est tellement con que je me dis que bon, ça va être démonté. Alors, vous allez d'abord passer 19 mois en prison. Vous passez du luxe d'une maison de 300 mètres carrés à une cellule partagée. Comment vous vivez cette période ? Alors, au niveau de la prison, il y a plusieurs choses qui se passent. D'abord, je pense sortir tous les 8 jours. J'ai une confiance idiote dans la justice, puisque jusqu'à présent, elle s'était très bien comportée avec moi dans les affaires économiques et ça avait toujours été bien. Donc je voyais pas pourquoi dans cette affaire-là, alors que c'était facile de démontrer que je n'étais pour rien et que j'ai pas de mobile, j'aurais été en prison. Et là, je me suis dit, je voyais autour de moi des tas de gens déprimés, pleuraient. Moi, je me suis dit, bon, leur but c'est de faire mal, le but c'est qu'ils te fassent souffrir. Eh ben, tu vas pas souffrir, tu vas pas avoir mal, et à partir de là, tu vas résister. Et chaque fois que je voyais mes enfants ou Brigitte qui arrivaient, qui étaient eux et pleuraient, à chaque fois, je les réconfortais, quoi. Parce que je trouvais absolument anormal. Parce que vous prenez en otage votre famille si vous pleurez. Alors déjà, vous les rendez malades. Quand ils partent, il est nettement mieux qu'ils se disent « Papa va bien », plutôt que « Mon Dieu, qu'est-ce que vit papa ?» Quand je suis en cellule, on est dans une cellule de 12 mètres carrés, nous sommes à 3. Je me suis habitué à la prison, j'ai regardé. Premier avantage, 2 ans plus tôt, j'étais encore champion de Normandie de judo par équipe avec Grand-Quevilly en 2e division. Donc, bon, j'avais encore de vieux rêves, j'étais champion des flandres de karaté aussi par équipe, et j'étais plusieurs fois classé au championnat de France. Donc, c'est plus facile quand t'as 40 ans et quand t'es costaud d'être en prison. C'est beaucoup plus facile pour moi. Ensuite, j'ai essayé d'aller à la bibliothèque. Je suis tombé sur un surveillant qui était adorable. Son surnom, c'était Johnny. Un type génial, un gros blond à lunettes. Et il nous a facilité la prison. Enfin, il m'a permis de jouer aux échecs là-bas. J'ai appris réellement à jouer aux échecs là-bas. On avait des intervenants extérieurs. C'est avec lui qu'on a pu organiser le fait de faire du théâtre. Et il était très drôle. Pendant 12 mois, il se passe rien. Et au bout de 12 mois, il y a un journaliste, Caviglioli, qui regarde le dossier, qui vient à Rouen, qui se renseigne, et il publie un article au Vitriol en disant « Une affaire qui baigne dans un antisémitisme boueux », et il dénonce mon incarcération et les erreurs de la justice. Cet article, il attendait qu'on l'attaque, il attendait d'être attaqué par les policiers qu'il cite, par le juge et tout. Personne ne bouge. Donc, il est forcément convaincu qu'il a raison, parce que ils peuvent pas accepter tout ce qu'il a mis dans son article. Mais le juge est un juge de gauche. Et donc, ce juge de gauche qui m'aimait pas en tant que nouveau riche, par contre, il supporte pas que dans son environnement, les gens qui lisent le Nouvel Observateur, c'est une Bible pour lui, puissent penser que c'est un antisémite. Donc, il va instruire à décharge. Donc, il va m'envoyer des psychiatres et psychologues de bonne qualité. Il va aller vérifier enfin que j'ai aucun mobile financier. Et au bout de 19 mois, il organise une confrontation générale dans laquelle le dealer que je connaissais pas, je le rencontre là. Il y avait un autre dealer à côté
Donc ceux qui vous accusaient? Ceux qui nous accusaient, mais que je connaissais pas. Mes 2 soi-disant complices sur lesquels je me pose la question. Je me suis dit, mais ils sont peut-être coupables. J'en savais rien, moi. Coupables. En plus, on était séparés en divisions. C'est-à-dire que on ne pouvait pas se voir dans la division où nous étions, puisqu'on était séparés à Rouen dans des divisions différentes et qui ne communiquaient pas entre elles. Donc, je me dis, pourquoi pas? Et là, on a la confrontation de tous ensemble. Alors, mes 2 soi-disant tueurs disent, on n'a rien fait. Et là, le dealer arrêté et l'autre expliquent, nous, on n'a rien dit, c'est l'inspecteur qui faisait les questions et les réponses. Évidemment, pour le parquet qui est présent, c'est une claque sans nom. Alors, le dossier s'effondre complètement. Le juge, à la fin de la confrontation, me garde 1 heure tout seul. Et il me dit qu'il veut me lire les études psychologiques et du psychiatre. Et ça se termine, leurs études, par... André Casse est incapable des faits reprochés et penser le contraire serait une incongruité. Il paraît que j'ai une perspective vitaliste qui justement fait que j'étais incapable de ça. Bon. Donc là vous dites, je suis libre. Non, pas tout à fait, parce que là le juge me dit, mais tout ce que je peux vous dire, monsieur Casse, c'est qu'il n'y a pas d'antisémitisme dans le dossier. Je dis, monsieur le juge, il n'y a pas de preuves, j'ai pas de mobile, j'ai jamais rien avoué, mes complices non plus. Dans ce dossier, je ne vois que de l'antisémitisme. Il me dit, sortez. Donc je sors. Mon avocat Benvolli vient me voir et il me dit « Vous êtes fou, il veut vous libérer. » Et je lui ai dit « Maître, je vous emmerde. » Je lui ai dit « Maintenant, je suis en prison, je suis très bien. » La prison, c'est un univers bizarre, c'est-à-dire que c'est la répétition des jours. C'est-à-dire que tous les jours, vous faites la même chose. Vous n'avez plus un seul souci d'affaires. Vous n'avez plus un souci économique. Vous savez qu'il y a des gens, dans mon cas à moi, qui s'occupaient bien de mes gosses, qui les aimaient. Nathalie adore ses frères, ma mère adorait ses petits-enfants. Et moi, j'avais plus envie de jouer le jeu et de dire non, il y a de l'antisémitisme, il n'y a que ça dans le dossier. Finalement, ça c'était un jeudi. Et se passe 5 jours. Il avait 5 jours pour se décider, puisque Benvolli a introduit immédiatement une demande de remise en liberté. Et je joue au football dans la cour quand on vient me dire pactage. Moi, je me dis, c'est merveilleux. On sort. Bon, je sors, mes co-inculpés sortent aussi. Et je me retrouve au greffe du tribunal. On est le mardi. Et là, je prends un courrier de mon avocat qui me dit, bon, le parquet fait appel. Vous connaissez la présidente de la chambre d'instruction. Apprêtez-vous et y retournez. Là, 1 mois passe, et puis vous apprenez que vous allez effectivement retourner en prison. On prononce notre incarcération, mais j'apprends par Radio Rouen que mes 2 co-inculpés ont été arrêtés le vendredi. Et moi, je suis là le samedi, dimanche, il se passe rien. Donc, je vais leur faire le truc à l'envers. Donc, j'appelle FR3 et je vais taper à la porte de la prison en disant, voilà. Alors, ce que je voulais montrer aussi, c'était la stupidité de me réincarcérer. Je veux dire, à partir du moment où tu veux pas fuir, pourquoi te réincarcérer? C'est complètement con, quoi. Donc, du coup, je vais taper à la porte de la prison. Le malheureux sous-directeur, qui est décédé depuis, qui était adorable, me fait pas rentrer. Le parquet lui en veut de pas avoir demandé un fax pour qu'il me réincarcère. Et se passe toute une histoire grand guignolesque. Et le soir, je rentre en prison. Et tous mes copains, quand je rentre, tapent dans les portes et tout. Et ils me disent, mais pourquoi tu t'es pas enfui? Je leur dis, parce que je veux sortir définitivement. Et là, rien ne se passe. Il va rien se passer pendant 14 mois, 15 mois, 16 mois. Et un soir, il est 21h, 22h, on vient, on me dit, un surveillant que je connaissais, il me dit, Dédé, prépare ton pactage. Alors je lui dis, arrête tes conneries, j'ai pas demandé à être mis en liberté, et comment tu veux que je sois libre? Il me dit, si, c'est un de tes copains qui a demandé, et ils vont donc tous élargir. Très bien. Alors, on sort de prison, alors on est censé pas se rencontrer, ok? Mais il nous largue à 10h, 11h du soir, tous les 3, devant la porte de la prison. Je demande si on peut appeler un taxi. Alors finalement, autrefois, on avait des cabines téléphoniques. Je mets une carte dans une cabine téléphonique que j'avais. Je demande un taxi. Et ben, qu'est-ce que je fais? Par politesse, je vais les déposer tous les 2 chez eux. Et je me retrouve à minuit chez Brigitte. Je tape à sa porte et elle me dit, c'est qui? Je lui dis, c'est moi. Elle me dit, quoi? Toi? Non, c'est pas possible. Alors je lui dis, je me suis évadé. Et là, au lieu de paniquer et tout, elle me dit, bon, on prend la voiture, on va partir. Et tout. Elle était prête à faire une traversée de la France en road movie. Et en réalité, je lui dis, non, j'ai été libéré. J'apprends que ma liberté, je la dois à un nouveau procureur de la République, M. Joseph Schmitt. Il prend le dossier, son adjoint prend le dossier et il l'étudie chacun de leur côté.
Et il se revoit après les vacances, et donc l'adjoint lui dit, écoutez, vous allez peut-être m'en vouloir, mais je crois qu'on se trompe complètement avec Casse. Et le procureur dit, j'ai lu 50 pages, j'étais convaincu qu'on s'était complètement trompé. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Le procureur de la République est allé voir la présidente de la chambre d'instruction. Ça s'était passé avec les vacances, donc on est en septembre, il va la voir. Quelle année ? On est en 96, ça va faire 3 ans que je suis en prison bientôt. Et il va la voir et il lui dit, voilà, vous avez contre vous les parties civiles, parce que même ma belle-mère était d'accord à ce que je sorte, évidemment. Les enfants, évidemment. Donc vous avez les parties civiles contre vous, vous avez le juge d'instruction contre vous, et maintenant vous avez le parquet. Donc vous pouvez plus le garder. Donc du coup, je suis sorti sans avoir rien demandé. Et là, ensuite, qu'est-ce qui va se passer ? Rien. Il y a une piste quand même qui va refaire surface, c'est celle d'un vendeur de lithographie qui se serait présenté à votre domicile quelques jours avant le meurtre de Sylviane, un homme violent, arrêté ensuite pour plusieurs cambriolages. Le procureur va lancer des commissions rogatoires sur le principal suspect qui avait été oublié pendant 8 ans, mais que 8 ans après, et sans les techniques modernes d'aujourd'hui, rien. Les témoins de l'époque, son environnement, 8 ans après, c'est pas possible. Et lui a été en garde à vue, il a été entendu et tout, il a toujours nié. Ils n'ont pas retrouvé d'objets ayant appartenu dans ce qui nous avait été volé, que ce soit en tableaux, bijoux et tout, chez lui. À partir de là, pas de preuves matérielles, pas d'empreintes. Enfin, forcément, il avait fait une centaine de cambriolages, il travaillait toujours avec des gants. Donc, mais bon, pas d'ADN non plus, parce qu'il n'y en avait pas à l'époque. Donc du coup, il peut pas aller plus loin. Et l'affaire traîne. Et puis en 2002, une nouvelle juge d'instruction reprend votre dossier et vous obtenez enfin un non-lieu. Est-ce que vous vous souvenez de la date, du jour où ça tombe et de ce que vous vous dites ? Alors, je reçois le non-lieu le 27 mars 2004 et par un sort extraordinaire, il n'est valable, parce qu'il y a un temps d'appel et tout, que le 5 avril 2004, soit il sera validé 12 ans, jour pour jour, après la mort de Sylviane. Morte 5 avril 92, mon non-lieu est validé. Officiellement, les délais de prescription sont le 5 avril 2004. 12 ans, jour pour jour. En 2005, André Casse, vous percevez 70 000 € au titre de préjudice moral, mais aucun préjudice matériel ne vous est reconnu. 2 ans plus tard, la Commission nationale de réparation vous verse une indemnité de 103 000 €. C'est quand même bien moins que ce que vous demandiez, 4,2 millions d'euros pour ces 3 ans passés en prison à tort. Finalement, aujourd'hui, quel sentiment est-ce qu'il vous reste de tout ça ? Un sentiment de gâchis pas possible. Vous avez remonté une affaire en sortant de prison ? J'ai monté plusieurs affaires, j'ai eu plusieurs associés. La difficulté, c'est Toujours dans l'immobilier ? Toujours dans l'immobilier, puisqu'il n'y a que ça que je savais faire. Et en réalité, ça s'est mal passé. Pourquoi ? Parce que le monde a changé. Et qu'à l'époque où je faisais mes affaires, j'avais de 20 ans à 40 ans, 45 ans, et j'avais des super contacts avec les banquiers. Tous les partenaires que j'avais étaient plus âgés que moi. Donc quand je suis sorti, ils étaient tous à la retraite, quoi. J'avais perdu tout mon réseau. Je me suis retrouvé pendant des années à rien pouvoir faire, puisque pendant 8 ans, j'ai attendu ce foutu non-lieu entre 96 et 2004. Quand je me trouve en 2004, je vais avoir 53 ans. Je suis assez has-been. J'ai contacté des chefs d'entreprise qui m'avaient sollicité, des grands noms français. Ils m'ont tous envoyé un petit mot en me souhaitant bon vent et en me disant qu'ils n'avaient rien pour moi. En réalité, ce qu'ils pensaient, c'est que j'étais mort. C'est-à-dire, faut bien comprendre pour quelqu'un de l'extérieur. On tue ta femme. Ensuite, on te met 3 ans de prison. Après, on te ruine, puisque toutes mes affaires étaient en mouvement. Tu te retrouves à poil, t'as plus rien. Donc pour eux, j'étais cassé, j'étais mort. C'était pas un problème de morale, puisque au contraire, si j'avais été dirigeant d'une société importante en immobilier, les gens vont assez souvent quand même en garde à vue, j'étais parfaitement rodé pour ce genre de situation dans un grand groupe. Mais non, tout le monde a pensé que j'étais mort, et en réalité, ils ont tellement pensé que j'étais mort que je le suis devenu mort. Professionnellement ? Professionnellement, oui. Socialement ? Disons que j'ai gardé les amis que j'avais, mais c'est très difficile de repartir. C'est assez compliqué. C'est assez compliqué. Vous venez d'écouter le 16e épisode du podcast Les Voix du crime. Merci à Justine Vignot pour son aide précieuse.
Vous pouvez retrouver cet épisode et tous les précédents sur l'application RTL et vos plateformes d'écoute préférées.